Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, là, vous allez voir, c'est encore une fois dans notre série là, du début de la saison 3, là, étant à distance sur deux continents. Là, donc vous nous excuserez si jamais il y a encore une fois un petit délai. Là. Je trouve qu'on a quand même une capacité d'avoir une bonne qualité là, depuis surtout les dernières semaines. Là, on a quand même trouvé une manière stable, mais vu que Gab, tu fais littéralement l'équivalent du Tour de France, mais en train, là, officiellement, tu te retrouves un peu partout avec la qualité de Wi-Fi pas parfait, donc faites mention si jamais quoi que ce soit, mais comme on l'a dit, on semble avoir une bonne connexion aujourd'hui aussi, donc on va pouvoir maintenir la qualité, et c'était le cas d'ailleurs la semaine passée qui était assez bon, mais aussi très, très de qualité pour un épisode à distance. Donc deux segments aujourd'hui, donc on vous revient avec un au son de la cloche comme toujours, là, qui est notre segment phare qu'on apprécie toujours autant, et un l'instant économie là, pour compléter ça. Donc vous allez voir, on va commencer ça sous peu, mais avant toute chose, je vais te laisser Gab faire le petit disclaimer là, de début d'épisode. Surtout pour la partie au son de la cloche d'aujourd'hui, n'oubliez pas tout ce qu'on vous parle dans le podcast L'État financier, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle évidemment de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier sur votre situation financière. Ce sera mieux que de faire évidemment une erreur qui serait pour le coup très grave. En tout cas. Super. Donc commençons en force avec le segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut commencer, là, c'est un sujet qu'on avait de côté depuis quelques temps. Là. Ça fait en fait au moins 2 semaines, je crois qu'on l'avait mis dans notre banque de sujets potentiels. Il y a eu quelques événements, en fait, et vous allez voir assez rapidement pourquoi, là, qui ont été notoires là, au niveau de ce type d'instrument-là et surtout de cette industrie-là. Donc, on veut parler en fait plus généralement du bois d'œuvre. Officiellement, dans la majorité du contexte, on va le considérer comme étant une commodité. Là, on va parler surtout des Lumber Futures, qu'on va appeler, là, qui, encore une fois, comme toute forme d'épisode qu'on a fait sur des commodités, est disponible, encore une fois, dans des ETF, etc. On peut l'investir dans d'autres manières qu'uniquement par des futurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement, un peu comme on l'avait fait là, avec le cours de l'or et le cours de l'argent, tu peux observer qu'est-ce qui s'est passé là, dans les derniers mois au niveau de la pandémie. Il y a eu quand même des impacts assez notoires au niveau du bois d'œuvre et encore une fois les ramifications là, de cet impact-là au niveau du cours des futurs par exemple a des impacts quand même assez notoires sur ce qui se passe au niveau de la relance économique. Donc on va faire un petit tour d'horizon là-dessus là, pour vous introduire encore une fois pourquoi est-ce que c'est un sujet quand même assez important. La petite prémisse, là, c'est bon, le Canada fait partie selon moi et du moins au niveau de l'Amérique, là, c'est un des pays qui est un des plus grands producteurs de bois d'œuvre. C'est une industrie qui fait souvent partie des négociations entre le Canada, par exemple, et les États-Unis. C'est fréquemment, en fait, une des ressources canadiennes, comme l'acier également l'est, qui vont être ciblées là, pour, encore une fois, le Canada dépend beaucoup des affaires qu'ils vont faire avec nos voisins du Sud au niveau des États-Unis. Et le bois d'œuvre a eu, comme vous pouvez vous en douter, d'une certaine manière, a eu des impacts depuis le début de la pandémie. On peut parler au tout début, comme n'importe quelle industrie était affectée par le fait que les personnes ne pouvaient plus vraiment travailler. Il y avait tellement d'inquiétudes que si on parle de l'offre et de la demande, là, la demande d'un côté était encore une fois un petit peu stagnante par-ci par-là. Il n'y avait pas une énorme demande pendant la pandémie nécessairement, mais l'offre est encore plus affectée parce qu'il y avait des séries qui devaient être fermées, etc. au Canada, surtout au niveau de la province de la Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest du Canada, qui est la première province au Canada en termes de production. Et on se retrouvait justement avec un contexte où là, présentement, l'offre diminuait, la demande était présente, peut-être une petite hausse légère, mais c'était rien de majeur. Et là, on se retrouve présentement en 2021 avec un contexte pour lequel l'offre est encore une fois tout autant affectée. Maintenant, par quoi? Par les feux de forêt. Pour ceux qui suivent un peu les nouvelles là, au niveau de l'Amérique du Nord, vous allez remarquer depuis quelques semaines, même presque plus d'un mois maintenant, toute la côte ouest nord-américaine, donc qui inclut le Canada et les États-Unis, et sous un contexte là, historique, là, littéralement c'est assez impressionnant, mais de chaleur. Donc c'est des records sont battus. Là, la ville de Vancouver avait des températures qui dépassaient là, les tropiques. Là. Donc les Caraïbes étaient plus chaudes, étaient plus fraîches en termes de température que d'être à Vancouver durant l'été, ce qui était encore une fois très très problématique pour le fait que des feux de forêt ont commencé à faire rage et des feux de forêt très importants qui ont encore une fois attaqué beaucoup de bois, d'arbres qui allaient servir pour le bois d'œuvre. Donc on s'est retrouvé présentement avec un contexte dans lequel l'offre a été énormément affectée et à l'opposé, puis je vais pouvoir te laisser
poursuivre là-dessus. On se retrouve également avec une demande qui est en grande hausse, en grande partie. C'est ce que je voulais aussi qu'on aborde. La partie sur le fait que les plans de relance des gouvernements impliquent beaucoup les constructions. Autant il y a la période actuelle des constructions neuves et tout. Là, on sait que tout ce qui est le domaine des propriétés, il y a toujours une grande hausse des transactions immobilières durant l'été. Donc c'est sûr que ça a un impact avec les constructions neuves. Mais aussi, les plans de relance sont beaucoup basés sur l'industrie de la construction. Donc justement, on en avait parlé, améliorer les infrastructures, etc. On se retrouve présentement avec un contexte qui est fort similaire, avec un contexte dans lequel on a besoin de bois. Mais le bois, encore une fois, par le fait que l'offre est en baisse et que la demande est en grande hausse, on a encore une fois une hausse assez historique au niveau des prix du bois d'œuvre. Et encore une fois, on peut le suivre le plus possible avec les prix des contrats futurs sur les produits de lumber. Ouais, tu as bien raison, effectivement, JP, d'évoquer ce sujet-là. Je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est toi qui avais eu l'idée, effectivement, du sujet. Donc, je trouve ça très intéressant et j'espère qu'en tout cas, on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, peut-être à la compréhension aussi de nos auditeurs à propos de ce sujet qui est relativement complexe. Il faut l'avouer. C'est quand même c'est un ensemble de différents facteurs qui font qu'aujourd'hui, les prix du bois explosent. Mais tu l'as bien résumé par le fait que la demande est affectée, puis l'offre est affectée de ces deux manières. Puis donc, quand tu as une hausse de la demande et une baisse de l'offre, c'est sûr que tu as les prix qui explosent. C'est de la microéconomie de base et je pense que ça permet d'expliquer effectivement pas mal les mécanismes en ce moment. Moi, je vais plus peut-être t'expliquer effectivement sur la portion de demande. Je pense qu'il pour le coup, je dois t'avouer, j'avais peut-être un peu plus de connaissances. C'est sûr qu'au niveau de la demande ces dernières années, puis ça fait un peu plus de 2-3 ans aujourd'hui que la demande est quand même, pour le bois en tout cas, est de plus en plus élevée. Je pense particulièrement en fait du bois de construction. Donc par exemple pour du bois pour construire des nouvelles maisons. Donc c'est sûr que la tendance aussi de l'habitat écologique aussi est de plus en plus présente. Je pense par exemple pour des résidences secondaires, pour des cabanes, etc. On entend même beaucoup parler ces derniers temps avec les confinements, puis la fin de la pandémie, de tiny house. Donc c'est d'autres modes en fait qui font que la demande de bois explose en fait. Et depuis le confinement, c'est sûr que cette situation-là est de plus en plus dramatique, puisque évidemment les gens étant confinés dans leur petit appartement, ils se disent on aimerait bien avoir une maison à la campagne. Qui dit maison à la campagne dit maison en bois. Et je le voyais, tu vois, par exemple, les chiffres d'achat, par exemple, de résidences secondaires de type chalet, etc., surtout en Amérique du Nord, étaient très importantes. Depuis 2 ans, c'est un marché qui a augmenté de quasiment 30 à 35% facilement en 1 an. Donc, c'est des marchés très, très chauds, si tu veux, et qui font que l'immobilier, aujourd'hui, est difficilement accessible, que ce soit de la construction neuve, parce que le fait que tu as évidemment besoin de matériaux. Un autre problème aussi qui est majeur et que je pense que j'espère que notre projection sera peut-être un peu meilleure. Tu me pardonneras que ce qu'on a parlé la semaine passée, tu te souviens, avec Robinhood, finalement, il y a eu pas mal de changements. Peut-être qu'on fera un épisode d'update, mais bon, pour vous dire que, encore une fois, on essaie toujours de faire des recommandations, pas des recommandations pour le coup, mais plus des suggestions, des opinions qui sont à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme information. L'autre, tu vois, élément que je trouvais intéressant, c'est sûr, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu as certaines personnes, si tu veux, qui ont planifié leur budget de construction, évidemment, sur des prix antérieurs, et aujourd'hui qui se retrouvent avec des prix actuels, si tu veux, que leurs fournisseurs, ils n'ont pas le choix de le facturer, si tu veux. Une entreprise, elle ne peut pas faire de pertes, et surtout sur de la matière première, ce serait difficilement. Donc cette hausse-là, elle tombe directement, si tu veux, dans la peau du consommateur, de nouvelles maisons, etc. Et je pense que cette situation-là va faire qu'amplifier effectivement la hausse des prix de l'immobilier qui signale en fait depuis la Covid et qui est particulièrement important dans la plupart des marchés, pas à travers le monde là. Effectivement. Puis tu sais, c'est un des points, comme tu l'as soulevé, là, faut quand même pas oublier que la grande partie de la demande, oui, tu l'as dit, ça fait partie des constructions neuves, mais la consommation de particuliers, encore une fois, le fait d'acheter pour soi-même, il parlait entre autres dans les notes qu'on avait préparées, le fait que c'était en plein milieu, la pandémie a amené beaucoup de personnes qui faisaient du bon vieux, les DIY, donc le fait que les personnes faisaient des petits projets de rénovation dans leur domicile. Faut pas oublier que c'est des grands
marché, si on peut dire, de bois. Là. Il y en a plusieurs au Québec, là, on peut en nommer plein, là, mais c'est une industrie qui est vraiment très, très profitable. Donc, les ventes de ces compagnies-là, encore une fois, sont énormément affectées. Donc, oui, les constructions neuves ont un impact majeur et oui, les mises en terre, encore une fois, font partie des éléments, encore une fois, clés pour l'économie. C'est dans les indices qu'on entend souvent parler lorsque quelqu'un veut faire un portrait. Par exemple, on entend parler de la Fed américaine. Ils vont souvent utiliser ce type d'indice-là pour justement voir comment est-ce que se porte l'économie. Donc, c'est sûr que les constructions neuves font partie d'une demande là, et affectent encore une fois les prix en ayant une hausse drastique, mais il faut vraiment pas mettre de côté le fait que les personnes aussi, en tant que petits consommateurs qui veulent faire des rénovations chez eux, etc., ça arrive très fréquemment et présentement, on l'a vu, l'impact que ça a eu tout ça, là, la hausse assez notoire des prix, à la fois des prix des futurs, encore une fois, sur les marchés financiers, mais également juste du prix à la consommation des différentes formes de biens liés au bois d'œuvre, fait en sorte qu'on se retrouve vraiment avec des personnes qui malheureusement n'ont pas accès, comme tu l'as dit, soit décident de reporter leur mise en terre, décident de reporter leur rénovation. Donc il y a quand même ça vient un peu stagner ce qui se passait et l'espèce d'effervescence épouvantable qu'il y avait dans le secteur de l'immobilier. On en avait parlé, puis c'est un des points, je crois qu'on avait très brièvement glissé, puis qu'on pourra peut-être faire un autre podcast là-dessus à un certain point. Mais moi, je le vois pas comme étant une si mauvaise chose. Encore une fois, c'est très triste le fait que les prix sont à la hausse, qu'il y ait des projets qui ont dû être mis de côté peut-être ou qui ont dû être reportés à cause de cette hausse-là, puis on le veut pas. On en avait parlé également de l'inflation, là, ça amène beaucoup de problèmes pour la population, bien évidemment, et pour les consommateurs. Mais est-ce que c'est bien dans le contexte où au moins ça met un peu un frein sur les transactions immobilières qu'il y avait présentement? Je pense que c'est pas mauvais. Autant les constructions neuves, comme on l'a dit, qui sont un petit peu reportées, c'est pas mauvais, encore une fois, que le grand marché de l'immobilier n'ait pas autant de mise en terre, c'est pas nécessairement problématique à 100% dans un contexte où il y avait une effervescence continue et on avait encore une fois le risque qui n'était pas, encore une fois, prouvé et ça reste encore une fois à voir. Mais il y avait quand même le fait qu'on avait une tendance haussière assez drastique au niveau de l'immobilier qui commençait à amener une certaine surchauffe. Puis on voyait très bien une tendance dans laquelle le secteur de l'immobilier allait amener une croissance assez épouvantable au niveau des cours. Mais à l'opposé, on avait des industries qui ne faisaient absolument rien de plus. Là. Au final, on avait un problème de l'autre côté qui était quand même assez important. Donc c'est sûr que c'est un point clé au niveau de la demande. Comme j'avais mentionné également pour l'offre, là, un peu pour faire toujours le clash de ce qui se passe, le point que je voulais rajouter également, c'est le fait qu'il y a quand même, je pense que c'est 3 du top 6 producteurs là, de bois d'œuvre nord-américains qui se retrouvent dans des zones présentement qui font face à des feux de forêt. Et encore une fois, certains amis, collègues environnementalistes diront que bon, les feux de forêt sont une cause directement là, de la situation de l'environnement et encore une fois le fait que les records de température qu'on voit présentement dans des zones absolument anormales, ça vient en grande partie des activités humaines. C'est sûr qu'à ce point-là, c'est sûr que l'industrie du bois d'œuvre est une industrie qui est très controversée, surtout avec le lien avec la déforestation. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on préfère, encore une fois, selon un épisode complet là-dessus, là, qui amène sa part de problèmes également. Mais il faut quand même le rappeler que certains aussi vont dire que c'est pas mauvais nécessairement. Les feux de forêt, en fait, ça fait partie même de pourquoi est-ce qu'on a une industrie qui est forte au niveau du bois d'œuvre présentement au Canada et même aux États-Unis. Ça vient en grande partie du fait que les feux de forêt, c'est bon pour la nature, c'est bon pour la régénération des sols, etc. Et pour, encore une fois, la croissance à nouveau au niveau des arbres ciblés là, qui sont les forêts, je pourrais même pas dire c'est quel type d'arbre, par contre, en Colombie-Britannique, peut-être, Gab, tu pourras me corriger si jamais tu as la connaissance là-dessus. Mais c'est sûr que ça cause quand même une bonne problématique là-dessus. Donc, vraiment, offre et demande qui sont de plus en plus opposées, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Vous le savez, pour ceux qui ont eu des cours d'économie, que l'idéal, c'est qu'on se retrouve le plus possible à la jonction là, des deux droites. On est très loin de ça, on est dans des contextes où ça s'amplifie de plus en plus. Et comme on l'a dit, c'est un problème pour les consommateurs, c'est un problème pour la reprise économique, bien évidemment, mais au moins, il y a le petit positif que je veux quand même noter qui est, ça a mis un petit peu d'eau dans le vin, si on peut dire, là, avec l'expression, dans le secteur de l'immobilier qui commençait à avoir une certaine forme de risque. De mon avis, ça commence à surchauffer et c'est pas mauvais nécessairement ce qui se passe là-dessus, juste pour l'immobilier du moins. Ouais, et puis effectivement, c'est sûr que on vit des périodes très particulières, on le dit à chaque semaine, d'ailleurs je devrais peut-être arrêter, mais le fait qu'on vit dans un contexte où il y a une surchauffe immobilière qui est de plus en plus présente et dans la plupart des marchés, hein, c'est le cas en Europe, c'est le cas en Amérique du Nord, toujours dans cette tendance du mieux vivre aussi, le fait qu'on est aujourd'hui, on soit dans un contexte où aujourd'hui de plus en plus on veut habiter dans un endroit où on veut être agréable, c'est vrai que tout ça, le bois est quand même un matériau
précieux. Hein, c'est une ressource qui c'est renouvelable dans le sens où évidemment elle se régénère. Souvent quand on détruit du bois, en tout cas dans des forêts évidemment protégées, évidemment on s'engage à le replanter, etc. Donc c'est pas c'est une ressource effectivement naturelle puis qui est renouvelable, mais le problème c'est qu'elle est aussi elle est pas facile, si tu veux, à régénérer. C'est-à-dire que ça prend quand même des dizaines et dizaines d'années Ouais, ça prend des dizaines d'années à refaire, en fait. Et c'est le problème aujourd'hui majeur de la déforestation, puis par exemple aussi les problèmes écologiques liés évidemment au réchauffement climatique, ils commencent à se faire sentir clairement sur des ressources qui sont, je pense, vitales en fait pour l'humanité. La question va se poser sur d'autres commodités. On parle de l'eau, on parle aussi du, comment dire, évidemment des matériaux rares, par exemple de l'uranium, des métaux, des terres rares. On en avait déjà parlé, je crois, dans un autre épisode, je pense que c'était sur la Chine. Bref, tout ça fait en sorte que, oui, les commodités, les marchés des commodités, puis pour les prix au détail, si tu veux, ça fait un peu peur aux investisseurs. Mais je dirais, c'est sûr que le réchauffement climatique va poser énormément de questions à savoir comment on doit agir dans les prochains mois. En tout cas, j'espère, on pourra bien sûr tenir au courant aussi nos éditeurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP. Absolument. C'est ça. Puis encore une fois, je pense que tu l'as bien résumé. Là. C'est toujours, on aime en fait faire des segments comme ça où on va parler d'une commodité parce que je crois que on l'a dit, là, si on regardait le graphique présentement du cours du bois d'œuvre sur un an, là, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, par exemple, dans un 18 mois, par exemple, on se retrouverait avec un graphique qui est quand même relativement similaire à ce qui s'est passé malgré tout au niveau on en parlait avec l'argent, etc. Donc ça a été, littéralement, il y a eu une baisse, il y a eu une hausse au tout début, ça a été une baisse. Et le cours présentement, aujourd'hui, et le cours à peu près à pareille date, un an, c'est à peu près similaire au niveau des futurs, là, des number futures. Donc ça veut tout dire, encore une fois, sur le fait, et c'est ce qu'on aime. C'est la meilleure période pour parler des commodités. Les commodités sont un peu plates à parler lorsqu'on est en période de relance ou lorsque les marchés financiers se portent bien. On l'a dit, c'est souvent un effet opposé, par exemple, aux actions, là, qui sont souvent ce que tout le monde va s'intéresser, ce que tout le monde connaît. Et ceux également qui font de l'investissement pour vous-même, là, c'est souvent là-dedans, dans ce type d'instrument-là que vous allez investir. Mais je pense que c'est vraiment la période. Donc, c'est vrai qu'on aime et on regardera si on fait, encore une fois, d'autres commodités qui sont un peu moins connues. On avait fait, tu l'avais dit, l'or, l'argent, on avait fait celui sur l'eau également, qui était très intéressant là, dans les derniers épisodes. Donc, je trouvais que c'était pertinent de le dire. Encore une fois, ça soulève et on aime aussi, je pense, soulever des discussions entre nous, mais également pour que vous puissiez faire vos opinions et prendre les discussions vous-même avec vos amis, de regarder avec le contexte, tu sais, il y a un aspect quand même social, il y a un aspect environnemental lié à cet instrument financier-là. C'est important de rappeler que la finance peut tout faire avec toutes ces ressources, mais encore une fois, tout le côté, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des number futures? C'est ce qui devient intéressant, encore une fois, à regarder. Il y a plusieurs points pour et contre, et d'une certaine manière, on l'oublie, et il faut toujours le rappeler, puis c'est peut-être là-dessus, Gab, tu pourras peut-être faire un petit point rapide là-dessus, là, mais c'est un petit peu cette partie-là qu'il faut le rappeler. Il y a une utilité industrielle liée au contrat futur. Le but d'un contrat futur, c'est pas juste de faire de la spéculation à la base, c'est d'acheter pour stabiliser les prix, ce qui, dans un contexte de fluctuation comme maintenant, est très bien pour les compagnies qui font de l'achat, par exemple, de produits forestiers. Donc, à la base, c'est une très bonne chose présentement. Ce qui se passe au niveau des bourses et la spéculation liée à ce type d'instrument-là, c'est un autre point. Ça soulève des débats, ça soulève des enjeux, comme on l'a dit, dans ce contexte-ci pour le bois d'œuvre, très, très, très environnemental, à mon avis. Réchauffement climatique qui cause des problèmes, et dans tous les cas, si on parlerait même pas de réchauffement climatique, ça reste quand même que la déforestation est un point qui est un point de contingence majeur depuis des années. Ouais, et puis avant évidemment de terminer, je voulais juste rajouter un petit point, JP, peut-être, qui pourra servir de piste de réflexion aussi pour nos auditeurs, en fait, s'il s'agit un peu de comprendre, un peu quand on regarde des prix, si tu veux, d'un contrat à terme, par exemple, ou d'une commodité, comment fonctionne, en fait, on parle souvent de ce qu'on appelle de contango et de backwardation, c'est-à-dire, est-ce que les prix, si tu veux, dans le futur, sont plus élevés que les prix courants ou le sont moins? Le contango, ça, c'est quand les prix sont croissants, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus élevés avec le temps. Et la backwardation, évidemment, c'est le contraire, comme évidemment, on peut le deviner. Et ce qui est intéressant, c'est quand les marchés, si tu veux, sont en contango, ça veut dire souvent qu'il y a des pressions, si tu veux, à la demande future, si tu veux, sur une commodité. C'est le cas actuellement sur le bois.
Et ça veut symboliser très probablement qu'aujourd'hui, si tu veux, on a le but effectivement de ce compte en Go, en fait, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, les bénéfices de posséder du bois sont plus importants que le coût que ça rapporte, en fait. Donc, ça veut dire, en gros, que c'est une ressource qui est vitale, si tu veux, et que, si tu veux, on veut se protéger. Les gens qui achètent, si tu veux, du bois veulent se protéger à la hausse et sont prêts à payer un peu plus cher, si tu veux, pour, protéger et avoir cet actif-là à un prix stable. Et ça veut dire, en gros, que il y a une demande, si tu veux, d'assurance, si tu veux, de manière générale, sur les prix du bois. Ce qui veut dire qu'en gros, les gens sont frileux. C'est une petite façon, si tu veux, de l'interpréter. Et je pense qu'il peut être intéressante. Et peut-être qu'on pourra en reparler encore une fois un peu plus en détail si ça vous intéresse. Et ça va me faire en tout cas plaisir de pouvoir vous expliquer ça. Super. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut vous faire aujourd'hui, là, vous allez voir, c'est un sujet que j'aime bien. On avait fait un topo vraiment minime à l'époque sur les Panama Papers je pense que c'est dans la saison 1, mais j'avoue que le concept des paradis fiscaux est quand même assez intéressant. Moi, je trouve ça assez intéressant, encore une fois, avec mon intérêt noté là, pour tout ce qui est la conformité réglementaire dans le monde de la finance. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On vous le fait en mode instant économie, encore une fois, parce qu'on parle un petit peu de taxes. Là, on ne voulait pas vous faire un truc financier pur. Mais on veut vous parler en fait du Delaware. Et c'est un point que Gab et moi, on rit depuis des années, d'une certaine manière, avec la logique, en blaguant, là, de dire qu'il y a tellement de compagnies qui vont aller s'enregistrer au Delaware. Gab, tu pourrais expliquer un petit peu plus le contexte et la fonctionnalité au final, que tu ne verras pas de siège social avec des tours et des tours et des tours dans Delaware. En fait, c'est encore une fois beaucoup plus pour une fin administrative. Mais officiellement, on voulait vous en parler parce que le Delaware reste d'une certaine manière, et on faisait des vraies affaires, un paradis fiscal sur le continent nord-américain et même aux États-Unis directement, là, qui sont pourtant un gendarme quand même notoire là, au niveau des paradis fiscaux. Et je voulais également qu'on fasse le point parce qu'il y a eu dans les dernières semaines là, quand même beaucoup d'encre qui a coulé relativement à la compagnie Moderna, qui est une compagnie chez que Gab suit beaucoup là, avec son CEO qui est, Tout si je à ne me fait. trompe pas, un cocorico, là, un Français. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de mentions qui ont été faites sur le fait qu'ils avaient quand même beaucoup de bénéfices fiscaux et qu'ils s'enregistraient sous forme de paradis fiscaux en Suisse, ça, c'est correct, c'est connu, mais aussi au Delaware, et on sait que présentement, cette compagnie-là a beaucoup d'emphase de par son importance pour la pandémie, mais c'est quand même quelque chose je trouvais que c'était pertinent qu'on parle du Delaware un peu plus là, pour que les personnes puissent être un petit peu plus familiers avec ça. Ouais, Stéphane Bancel, hein, c'est ça, pour le CEO de Moderna. Et je trouve ça intéressant, effectivement, pareil, autre sujet que tu m'as proposé, que je trouvais tout à fait intéressant, peut-être toujours dans la lignée, si tu veux, tu l'as bien dit, du sujet sur les Panama Papers. On en avait fait un autre aussi, ça fait un petit bout déjà, on avait parlé un peu des paradis fiscaux, et je trouve que le Delaware est un excellent exemple, puisqu'en fait, bon, le Delaware, pour vous resituer un petit peu, puis ça je pense que c'est important de le repréciser, bon, c'est un État américain, c'est-à-dire que ça fait partie des États-Unis, en fait, c'est un des 50 États américains. Évidemment, j'ignore les autres territoires américains, c'est un peu particulier, il y a d'autres parties des États-Unis, mais qui ne sont pas des États. Et le Delaware en fait partie. C'est d'ailleurs un des premiers États américains. D'ailleurs, je crois que leur devise, c'est The First State, donc je crois que c'est un des premiers États en fait des 13 colonies en fait d'Amérique en l'occurrence. Et aujourd'hui, si tu veux, le Delaware est connu non pas seulement pour être un petit État agricole, parce que c'est pas très grand. Hein. En réalité, c'est un État qui est situé en fait entre le Maryland et l'État de, si je ne m'abuse, c'est le New Jersey, je crois, qui est entre ces deux-là, et un peu la Pennsylvanie. Donc c'est vraiment perdu, si tu veux. La capitale d'État, si je me souviens, il s'agit de Dover, qui est une ville minuscule, mais la plus grande ville, c'est Wilmington. D'ailleurs, c'est la ville, très ironiquement, c'est la ville où Joe Biden a habité pendant des années, si tu veux. C'est d'ailleurs l'État qui le représente. Hein. C'est ça qui est assez rigolo par ailleurs. Et c'est un État, si tu veux, depuis en fait le début du XXe siècle, si tu veux, qui est plus connu évidemment pour en fait, ses lois sur les entreprises qui sont très flexibles et qui d'ailleurs permettent évidemment à ces entreprises-là d'économiser des millions de dollars au niveau des impôts. Là.
Ben exact. Puis tu sais, pour ajouter même quelques points sur ce que tu mentionnais au tout début, là, c'est effectivement, là, j'ai les stats devant moi, là, mais c'est le deuxième plus petit État américain après le Rhode Island et la sixième plus petite population du pays avec un peu moins d'1 million d'habitants. Là. Donc on sait par exemple, ta résidence également, on est à Montréal, tu sais, juste la ville de Montréal, on est à 3 fois l'État du Delaware. Mais par contre, et ça c'est le point clé, il y a à peu près environ 50% des entreprises américaines cotées en bourse à New York qui ont leur siège social, encore une fois, enregistré, forcément, au niveau du Delaware. Et c'est en fait un avantage aussi, bien évidemment, pour l'État. Là. On considère que je crois que c'est à peu près le cinquième je pense que c'est 20% des revenus là, de l'État qui dépendent uniquement des enregistrements de compagnies listées dans ce contexte-ci sur leur territoire. Et tu l'as dit, là, c'est un peu l'ironie là, de tout ce sujet-là. Puis j'avais des contacts et je m'intéressais beaucoup à l'époque avec justement là, les partenariats privés entre des compagnies canadiennes et des compagnies américaines. Et la firme qui faisait ces ponts-là là, entre les deux pays avait presque un bureau uniquement au Delaware officiellement parce que la seule pertinence qu'il y avait, c'était d'aller faire du lobbying directement dans cet État-là, du moins, ou dans la logique administrative de cet État-là. Donc c'est quand même le point intéressant à noter, là, comme on l'a dit, c'est à quel point on l'oublie que les paradis fiscaux, et ça c'est peut-être ma vision là, selon moi, là, mais les paradis fiscaux, c'est quelque chose qui c'est très public, de mon avis. Là. Le fait que les États-Unis sont, encore une fois, je l'ai dit, là, un peu le gendarme mondial et ont été un des pays, encore une fois, qui a été très fort là, lors des Panama Papers, comme on l'a dit. Est-ce qu'ils font vraiment tant d'efforts que ça, finalement, quand on parle qu'il y a un des 50 États qui est ouvertement un paradis fiscal, qui, encore une fois, permet aux grandes multinationales américaines cotées en bourse d'avoir des bénéfices fiscaux bien avantageux dans un pays qui, on le sait, je ne veux pas faire mon et aussi d'une certaine manière, là, mais avec un pays qui a beaucoup d'inégalités, puis c'est pas un État républicain du Sud. Là, le Delaware est quand même un État de mémoire là, du nord est-ish, là, mettons, des États-Unis. Donc, c'est quand même un secteur qui est normalement, et encore une fois, c'est très appelé à changer, mais c'est très démocrate quand même. Donc, d'avoir un État quand même très démocrate, dans une logique normalement qui devrait être une mentalité de redistribution des richesses, mais au final, c'est vraiment un peu, en bon anglais, un loophole dans le monde commercial, le monde des compagnies listées américaines pour, encore une fois, qu'ils aient des bénéfices. Ils n'ont même pas besoin de commencer à se casser la tête comme on avait à l'époque, et on en avait parlé aussi avec Dublin et l'Irlande qui offraient des avantages, avec bien évidemment les îles des Caraïbes, etc. On peut faire ça directement du Delaware, des États-Unis. C'est vraiment un concept, encore une fois, que je trouve est un peu mis sous le tapis lorsque c'est pas publicisé. T'sais, il y aurait encore une fois une grande fuite, il y aurait soudainement plein de personnalités connues qui auraient fait X, Y affaires au Delaware, et là on en parlerait, là il y aurait des réglementations qui seraient mises en place, il y aurait des enquêtes qui seraient amorcées, mais officiellement ce n'est pas le cas, on laisse ça sous le tapis et on sait très bien que la grande richesse et la grande croissance, autant des compagnies qu'on connaît, les Amazon de ce monde, mais également de leur CEO, du moins durant la pandémie, dépend en grande partie effectivement de la manière dont les revenus de leur compagnie ont été appliqués dans ce magnifique État du Delaware. Ouais, et puis le Delaware, en fait, en soi, certains le considéreront comme un paradis fiscal, d'autres non, en fait, parce que quand même, le Delaware fait partie des États-Unis, donc c'est-à-dire qu'ils sont soumis évidemment à la loi fédérale américaine, mais la plupart des entreprises aux États-Unis sont régies sur la loi de leur État, en fait. Et c'est vrai que, comment dire, cette législation fait en sorte qu'il y a une très grande flexibilité, si tu veux, pour les entreprises. Le Delaware aussi, puis oublions pas, la plupart des entreprises ont le droit d'avoir, si tu veux, leur siège social dans un autre État que le Delaware. Si tu veux, par exemple, Facebook, leur bureau principal, ils sont dans la Silicon Valley, comme Google et Apple, par exemple, à Cupertino, donc du coup, pareil, toujours dans la région de San José. Mais si tu veux, ils sont soumis à la loi de l'État du Delaware. On appelle ça l'incorporation. Et souvent, si tu veux, ça veut dire que ton avocat, en fait, c'est le bureau de ton avocat qui est basé au Delaware, en fait. Et évidemment, c'est juste D'ailleurs, tu as même... c'est très drôle, j'avais trouvé une anecdote justement sur le net. Tu as une adresse qui est au milieu, si tu veux, du Delaware, en fait, dans la ville de Wilmington que je t'ai cité précédemment. Et rien que sur cette adresse, qui est le 1209 North Orange, et qui apparemment c'est l'adresse où, si tu veux, où il y a le plus d'entreprises incorporées à cette adresse dans le monde. Si tu veux, il y en a 285 000 entreprises qui ont leur adresse légale au 1209 Orange Street.
Donc si tu veux, c'est complètement fou. Tu te dis que... Alors évidemment, aujourd'hui, c'est juste un endroit où il y a une boîte aux lettres. Hein. Évidemment, il n'y a aucune activité qui se passe là-dessus. Il n'y a aucun service, hein, si tu veux, qui est effectué au Delaware. Mais évidemment, ça contribue énormément, si tu veux, à l'économie d'un État qui a malheureusement pas beaucoup de ressources, à part la pêche et l'agriculture, etc. C'est un État principalement rural. Et ça fait que ça leur a permis, de leur côté, d'amener beaucoup de business. Pour un peu expliquer un peu aussi le fonctionnement, je pense que c'est un truc moi que je trouve intéressant parce que tu le sais, puis on en avait parlé avec les auditeurs, je suis quelqu'un qui est intéressé un peu par la fiscalité, même malgré que j'y connaisse pas grand-chose, hein, je m'y intéresse un peu. Mais en fait, l'avantage principal, si tu veux, au Delaware, c'est ce qu'on appelle, et c'est drôle que tu l'aies nommé, c'est ce qu'on appelle le Delaware Loophole. Et ça, cette stratégie-là, en fait, c'est des stratégies, si tu veux, d'évitement fiscal qui sont assez classiques. C'est en fait d'incorporer, en fait, si tu veux, de mettre la plupart de tes actifs ou de ce qu'on appelle tes actifs intangibles, par exemple tes copyrights, au sein de cette société-là qui se trouve au Delaware, et de charger les filiales de ton entreprise. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais te donner un exemple tout simple. Par exemple, imaginons que tu t'appelles Starbucks, par exemple. Imaginons que tu as lancé des cafés, si tu veux, partout dans le monde. Alors, je ne sais pas, en Bolivie, tu en as lancé en Algérie, tu en as lancé, par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, etc. Bref, partout. Et si tu veux, ta société Starbucks, elle est basée évidemment dans le Delaware. Alors ça, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour éviter, traditionnellement, tu devrais déclarer tes profits là où tu les as faits. Si par exemple, tu as vendu un café par exemple en France, tu devrais payer de l'impôt sur les gains sur les sociétés en France. Ils arrivent à faire cette fameuse stratégie qui est en gros de vendre, si tu veux, de manière normal, si tu veux, à perte, si tu veux, ce café-là. En fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas, par exemple, Starbucks, quand elle va vendre un café 3 euros, par exemple, en France, elle va te dire, parfait, mais ce café-là, il m'a aussi coûté 3 euros, mais en revenu de propriété intellectuelle à Starbucks USA, qui est basée au Delaware, et qui, elle, en fait, est une entité, évidemment, complètement à part, et dire, moi, pour utiliser le nom Starbucks, je dois payer 3 euros, pardon. Et ce qui fait que en fait, la société française ne fait que dégage zéro des bénéfices, donc elle ne doit pas payer d'impôts, évidemment. Et de l'autre côté, la société, au niveau du Delaware, c'est ça qui est cool dans cet état-là, c'est que la plupart quand tu ne fais pas de gains dans le Delaware, tu ne payes pas d'impôts au niveau de l'État sur les gains que tu as fait, évidemment, à l'extérieur de l'État. Et ça, c'est vraiment un avantage qui est très cool, parce que ça permet à plein d'entreprises, si tu veux, de payer zéro impôt sur les sociétés, sur la plupart dans les 49 États américains. Ça, c'est vraiment pratique. Et alors évidemment, il y a des impôts fédéraux, mais les impôts fédéraux aux États-Unis ne sont pas énormes pour les entreprises. Ce qui fait que, évidemment, les entreprises économisent des milliards de dollars et rapatrient tout leur argent vers le Delaware. Et si tu veux, tout le monde est content. Et ça fait que, évidemment, les seuls qui sont plumés, évidemment, c'est les gouvernements des autres États, genre par exemple la France, ou qui ont surtout des fiscalités beaucoup plus exigeantes, ils se retrouvent complètement coincés sans vraiment de possibilité de recours, en fait. Exact. Puis pour ajouter quelques points, tu as bien amorcé là, avec le point central au niveau des avantages de l'État du Delaware, mais il faut également soulever là, que les coûts de création d'une société au Delaware sont parmi les plus bas aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même aussi un des points clés. On le sait, là, il y a des règles d'incorporation qui sont quand même assez notoires, mais ça prend non seulement les coûts sont à peu près minimes, non seulement, je pense que ça prend à peu près une demi-heure s'enregistrer, s'incorporer. On déciderait, par exemple, à l'instant de se partir d'une compagnie, on pourrait aller sur le site de l'État du Delaware et ça prend à peu près une demi-heure, selon ce que j'ai lu, de pouvoir enregistrer une compagnie, ce qui est quand même assez notoire. Il n'y a aucun investissement minimal qui est requis également dans la compagnie, donc encore une fois, ça n'implique pas autant, si on peut dire, les propriétaires. Il n'y a pas d'investissement, ça arrive dans certains endroits que pour être certain, encore une fois, que ce n'est pas des transactions qui sont des transactions dupes, des incorporations erronées. Ils vont demander un minimum d'investissement, pas au contexte du Delaware, encore une fois. Ce que je voulais soulever aussi, puis c'est une autre stat que j'ai lu, mais officiellement, il y a effectivement plus d'1 million de compagnies qui sont incorporées au niveau du Delaware, et comme on le dit, il n'y a même pas 1 million d'habitants dans l'État. Donc ça veut quand même tout dire. Puis ce que je trouvais également intéressant, j'avais lu là-dessus, à l'époque, puis ça fait de cela quelques années, lorsque le gouvernement actuel de la province de Québec est entré au pouvoir, le premier ministre avait soulevé que son but, d'une certaine manière, sans le dire ouvertement, encore une fois, en disant « je veux créer un paradis fiscal », mais disait
qu'il voulait transformer le Québec comme étant un peu l'équivalent en tant que province au Canada de ce qu'est le Delaware au niveau des États-Unis, donc de mettre en place une réglementation fiscale qui est très permissive, si on peut dire, pour que plusieurs compagnies veuillent s'incorporer, et que indirectement, ce que le Delaware ne fait pas réellement, mais surtout dans le but de dire peut-être que certaines de ces compagnies-là vont avoir intérêt à installer réellement des opérations au niveau, par exemple, de la province de Québec, ce qui n'est pas le cas, comme on a dit au Delaware, c'est plus des bonnes vieilles... Il n'y a pas vraiment de siège social là-bas, c'est des enregistrements, comme tu as dit, avec des boîtes postales, mais c'est quand même intéressant de voir, ça reste une tactique que certains gouvernements vont vouloir même mettre en place, de prôner la flexibilité de la fiscalité corporative, ce qui, encore une fois, c'est un terrain glissant, de mon avis, pour la société, là, de dire qu'encore une fois, ça serait de permettre un peu des passe-droits, comme on l'a dit, dans le but d'essayer d'aller chercher des incorporations. C'est quand même quelque chose de mitigé, je crois. Là. C'est pas tout le monde qui vont apprécier là, cette logique-là. Mais c'est quand même un bon point à soulever. Puis comme on l'a dit, là, c'est aussi un point que tu l'as bien soulevé avec la ville de Wilmington, qui est également la ville natale. Et ça, c'est juste un fait cocasse là, du président américain Joe Biden, là, qui est un homme du Delaware très fier. Là, donc, c'est un point quand même intéressant de savoir qu'il y a un lien assez fort avec Washington tout de même pour cet État-là qui, comme je l'ai dit, et c'est ce qui me passionne vraiment, c'est de voir à quel point il y a une acceptabilité, d'une certaine manière, de ce paradis fiscal-là au niveau des États-Unis, alors que c'est clairement connu et c'est clairement avantageux autant pour les compagnies, mais également pour les actionnaires, tu l'as soulevé, là, les actionnaires qui auraient des gains sur des actions d'une compagnie incorporée, mais qui ne vivent pas au Delaware, n'auraient pas besoin de payer aucun impôt sur leurs gains d'investissement dans cet État-là également. Donc c'est assez flexible pour littéralement toute partie prenante au niveau d'une compagnie, ce qui est vraiment hors norme. Encore une fois, on l'a dit, on pourrait partir la compagnie ABC Inc., Gab et moi à l'instant, et en même temps, il y aurait à côté de nous Amazon qui est en train de faire la même démarche sur le côté. On est dans deux mondes à part, mais ça reste qu'on se place dans le même contexte, c'est très intéressant. Ouais, petite rectification, mon cher JP. Joe Biden n'est pas né à Wilmington, mais il y a habité la majeure partie de sa vie. Hein. Il est né à Scranton, si je ne m'abuse, en Pennsylvanie. Il est originaire de ce patelin-là. Mais bon, on va te le donner. Il a vécu la majeure partie de sa vie, effectivement, dans le Delaware, ce qui est une ironie. Avant de quitter, je veux juste laisser quand même un autre point aussi. Évidemment, on n'est pas rentré trop dans les détails, mais c'est vrai qu'aussi le Delaware, il n'y a pas que la fiscalité, si tu veux, qui va intéresser les investisseurs. Il y a aussi l'aspect, si tu veux, juridique. Je ne veux pas rentrer trop en détail parce que moi aussi, j'y connais pas grand-chose rendu là et je préfère pas m'enfoncer et me tromper. À mon souvenir, en fait, l'État du Delaware aussi, si tu veux, tu as un cadre juridique qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus flexible, si tu veux, parce que tu n'as pas de tribunaux, en fait, tu n'as pas de jury populaire, par exemple, en cas de litige commercial, c'est en gros comme un conseil de magistrature, en fait, si tu veux, qui va s'occuper de ton cas, en fait. Et apparemment, selon les avocats, c'est le top. Alors moi, encore une fois, je te dis, j'y connais pas et je pourrais pas te dire si c'est bien ou pas. C'est sûr, c'est ça qui intéresse évidemment beaucoup de gens. L'autre truc, c'est qu'évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir des investisseurs américains, etc. Il y a énormément de complexité, hein, bien évidemment. Mais le dernier point, et c'est pour ça quand même, j'ai dit quand même que c'était pas non plus un paradis fiscal à 100%. C'est que si tu veux, en revanche, tu as des lois anti-blanchiment d'argent, si tu veux, qui sont quand même assez importantes. T'as pas de question. Le secret bancaire n'existe pas, par exemple, au Delaware, chose qui est souvent quelque chose qui attire, si tu veux, des gens dans les paradis fiscaux, par exemple dans les îles Caïmans ou par exemple dans les Bermudes, etc. Ça, c'est souvent des choses qui attirent souvent des investisseurs, ou la Suisse, par exemple, pendant très longtemps avait le secret bancaire. C'est pas le cas, si tu veux, dans le Delaware. Donc, c'est pas non plus c'est un paradis fiscal, mais quand même incomplet. C'est modéré. Exact. Mais ça, évidemment, si tu veux, c'est une question qu'évidemment, je vais pas dire on va continuer à s'intéresser parce que c'est très large. Je pense pas que ça va changer d'ici une dizaine d'années ce contexte-là. Mais je trouvais ça intéressant qu'on en parle à nos auditeurs justement de cet état un peu particulier, mais pourtant qui évidemment il n'est pas inconnu de la carte des affaires, bien évidemment. Exact. Donc, effectivement, là, comme tu l'as dit, là, on va clôturer le podcast là-dessus, là, mais c'est un très bon point là, de dire, quand même, si vous y êtes intéressé, prenez quand même conscience de voir que pas loin de chez vous, dans un état
c'est pas très loin, peu importe où vous êtes où, là, mais vous avez quand même un endroit qui se rapproche d'un paradis fiscal et on sait que ça fait très mauvaise presse en général, mais ça vit très bien présentement, malgré tout. Donc, faites vos lectures là-dessus. Comme je dis, il y en a plusieurs et on parlait des îles également pour nos collègues français. Chez Gab, tu es pas loin de la mer de mémoire présentement. Donc, tu as presque un visuel sur les îles de Guernsey et compagnie. Jersey, effectivement, puisque je suis à côté de Saint-Malo. Exact. Donc, ça vous montre, encore une fois, c'est un autre très bon exemple. Donc, faites vos recherches là-dessus. Mais sur ce, Gab, je vous remercie premièrement pour votre écoute à nouveau aujourd'hui là, pour ce nouvel épisode de la saison 3. Je vais laisser Gab faire le petit mot de la fin là, avec les plateformes où on peut nous écouter. Là, on sait que plusieurs fidèles nous écoutent constamment, mais ça, on va quand même le répéter pour les nouveaux auditeurs. Ouais, je préfère effectivement le répéter. Évidemment, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Il y a aussi d'autres plateformes normalement sur n'importe quelle application de lecture, vous serez capable de retrouver l'état financier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la vidéo YouTube, c'est bien toujours de la liker. Et je vais essayer, comme je vous l'ai indiqué, j'ai des problèmes de connexion Internet ici. C'est la mer, c'est la Bretagne. Malheureusement, c'est pas ce qui se fait de mieux au niveau de la connexion. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour mettre la vidéo YouTube en ligne le plus rapidement possible. Il se peut que ce soit pas à l'heure où ce soit disposé. D'habitude, c'est sur le podcast. Il peut y avoir un petit délai entre les deux publications. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, à partager notre contenu. N'importe quelle plateforme, c'est toujours apprécié. Puis c'est la meilleure façon de nous soutenir. Puis en attendant, moi, vous le savez comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Bonne semaine tout le monde. Salut.